était question d'organiser un grand tournoi d'arts martiaux inter-univers. Ça en est où ce projet? C'est pas tout, mais j'ai assez attendu. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Message aux 8 univers convoqués au tournoi du pouvoir. Les modalités viennent d'être définies par le roi Zeno. Pour l'occasion, au 3 135 500 603e jour du calendrier du roi, les hostilités seront lancées à la 157e heure. Pour ce faire, 6 puissants guerriers seront sélectionnés pour représenter chaque univers et participer au tournoi du pouvoir. En tant que mortel, considérez que la durée de ce tournoi sera fixée à 45 minutes. Munissez-vous de vos cartes guerriers les plus puissantes, transformez-les, fusionnez-les et dépassez vos limites de 2 à 6 joueurs. Le jeu Dragon Ball Super, la survie de l'univers, est d'ores et déjà disponible à la vente et Jiren en a tellement marre de vous attendre qu'il s'est mis à méditer en plein milieu de l'arène jusqu'à ce que vous veniez l'affronter. Faites briller vos capacités en tant que guerrier et surtout surprenez tout le monde, y compris les dieux de la destruction qui sont ici rassemblés et qui vous observent, en brisant votre coquille au dernier moment. Il n'en restera qu'un à l'issue de cette Battle Royale. Tous les liens d'achat sont en description chez plusieurs revendeurs et vous pourrez aussi l'acheter directement chez votre magasin spécialisé préféré ou en grande surface. Un énorme merci à Topi Games d'avoir été le surpuissant sponsor du jour et à vous tous pour votre participation au Genki Dama géant. Tournoi du pouvoir, c'est ça? Formidable, je suis surexcité. Salut les devins, c'est Saiki, on se retrouve aujourd'hui pour mon analyse complète du trailer qui a été diffusé à la Jump Festa du film Dragon Ball Super Super Hero qui sortira en 2022, plus précisément le 22 avril, en tout cas dans les salles japonaises. Pour le reste du monde, on verra selon les prochaines annonces. Et aujourd'hui, à l'instar des précédentes bandes annonces qu'on avait eues pour la New York Comic Con, San Diego Comic Con, je vais passer donc à la phase d'analyse. Après les news, l'analyse, et dans une troisième phase, on se retrouvera pour que je vous propose mon avis beaucoup plus personnel sur le sujet. Et avant cela, petit rafraîchissement de mémoire mais non des moindres, à savoir le synopsis officiel qui nous a été partagé. On y apprenait que le film Dragon Ball Super Broly a fait un carton et enregistre plus de 13,5 milliards de yens de chiffre d'affaires. Depuis, il s'est passé 4 ans. Le nouveau film de Dragon Ball Super fait son apparition avec un éveil supplémentaire. Voici l'organisation maléfique, l'armée du ruban rouge, que Goku a détruite autrefois. Les personnes ayant hérité de cette dernière ont donné naissance à de nouveaux puissants cyborgs, Gamma 1 et Gamma 2, en se faisant appeler Super Héros. Ils commencent à attaquer Piccolo, Gohan et compagnie. Quel est l'objectif, nous demande-t-on, de la nouvelle armée du ruban rouge? Réveillez-vous maintenant face à cette menace imminente en faisant appel aux Super Héros. Alors cela pose le ton et le trailer de la Jump Festa, qui est d'ailleurs dénommé trailer partie 1, ce qui laisse sous-entendre une partie 2 très prochaine, nous montre à nouveau ces membres de l'armée du ruban rouge. On comprend que l'armée du ruban rouge, et à la fois grâce aux biographies que je vous avais déjà partagées aussi, que cette armée va devoir se reconstruire, qu'elle possède de certains moyens plus ou moins développés économiques et logistiques, mais elle manque de gros cerveaux, donc il va y avoir des rapprochements. Le conducteur de la voiture, c'est Carmine, le moustachu un peu mafieux à l'arrière, c'est Magenta. On nous dit qu'il est le patron de Red Pharmaceutique, à savoir qu'on avait le personnage de Red dans l'armée du ruban rouge, qui était l'un de ses généraux à l'époque. On peut se dire que c'est un de ses descendants. Il semble avoir des problèmes de taille, et lorsque je parle de taille, je parle vraiment de taille, un petit peu comme Freezer et ses 5 cm, sauf que lui, il en manque nettement plus. Je pense qu'il y a un lien de filiation entre les deux, on nous parle même d'héritage dans le synopsis, donc ça semble logique. Leur nom tourne autour du rouge, à la fois pour son sbire Carmine que pour lui-même Magenta, et je me permettrai alors également de mettre en lumière ce post de Trivax sur sa page Twitter qui nous a rappelé une mission annexe du jeu Dragon Ball Z Kakarot, dans laquelle on apprend de la part de C16 que l'armée du ruban rouge a fait du trafic de médicaments, l'animomorphaline, pour se financer. Et dans Dragon Ball Super Super Hero, la couverture du ruban rouge est le labo pharmaceutique, le Red Pharmaceutique. Également, il nous précise, il fait bien, que le magazine V-Jump de 2020 indiquait qu'Akira Toriyama avait participé personnellement à l'écriture de cette quête annexe de DBZ Kakarot sur le ruban rouge et cette espèce de drogue médicament, sachant qu'officiellement, à cette même époque, on sait que Toriyama travaillait aussi sur le scénario de Dragon Ball Super Super Hero. C'est un petit peu comme s'il nous avait fait une mise en bouche de ces éléments-là. De l'autre côté, sur ce même plan, on y voit le fameux docteur Edo, celui-ci qui porte donc le H sur son vêtement. On voit qu'il est habillé toujours en violet et en noir, qui fait écho à ce visuel du précédent trailer que je suppose comme étant son modèle, peut-être son père, allez savoir, mais en tout cas une figure modèle dans sa vie qui incarne le super-héros. Et son vêtement pourrait alors faire écho à la fois à son nom de famille, Edo, plus à la notion de héros, d'une pierre deux coups.
Cela me rappelle aussi le fait que sur ce plan, on voit le fameux petit H Dr Edo qui mène à bien une sorte d'évasion carcérale, en tout cas c'est l'impression que j'en ai, et donc on pourrait se dire que ce personnage que je viens de vous montrer, ce héros du passé, soit connecté à Edo et qu'à un certain moment du film, il va lui permettre de s'évader de prison. Ça permettrait à ce dernier d'être réhabilité dans l'histoire actuelle de Dragon Ball Super et donc le scénario qui l'entourait, et étant donné que escroquer et arnaquer et le quotidien du ruban rouge, on pourrait se dire que ce super-héros ne l'était que de par ses vêtements et qu'en réalité, il était une forme de vilain, voire slash de super-vilain. Ce trailer Jump Festa va également nous montrer à nouveau la fameuse salle, la fameuse machine sur laquelle on peut voir Goku, Vegeta, Majin Buu et d'autres avec des regards très maléfiques, avec Gamma 1 et Gamma 2 qui semblent récupérer leurs ordres de mission. Carmine est dans les parages, mais on peut cette fois-ci recoller les pièces du puzzle. A savoir que dans ce même trailer, lorsque Gamma 2 va se présenter face à Piccolo, Piccolo va remarquer l'écusson du ruban rouge, Gamma 2 va confirmer cela, mais il ne va pas jouer la carte de l'être du mal, mais au contraire, il va lui dire « Je suis un membre du ruban rouge, mais je suis aussi un super héros ». À propos de ce Gamma 2, je vous ferai remarquer que au-delà de son militantisme comme étant un super héros, il prend aussi une pose qui me rappelle énormément ce que l'on peut retrouver chez Sailor Moon. Je sais que c'est assez drôle, mais ça reste aussi une licence Toei Animation. Une théorie populaire sur ce film semble donc se confirmer, à savoir que le ruban rouge va agir sous couverture de raids pharmaceutiques, qu'ils vont s'armer des plus grands scientifiques et forces vives en la présence pour s'armer face à la Z-Team contre laquelle ils veulent prendre une revanche, dont notamment probablement Son Goku et sa famille, mais cette fois-ci ils vont la jouer beaucoup plus en douce en faisant de sorte que même leur propre création pense agir pour le bien, contrairement à C17, C18 ou autres qui se savaient dès le départ du mauvais côté des choses. Et cela a coûté très cher au Dr Gero, ça lui a coûté quand même la tête. En faisant cela, on se munit d'alliés bien plus doux envers nous-mêmes vu qu'ils pensent œuvrer avec nous pour un bien commun, et de l'autre côté on leur bourre le crâne en leur faisant croire que Goku et compagnie sont les grands méchants à abattre, et qu'ils sont mauvais pour le monde et la planète entière, et pas seulement pour les petits objectifs du ruban rouge. D'ailleurs, je tiens à vous préciser un fait très important, peut-être que vous allez le considérer comme une phrase marketing, et je ne pourrais pas vous en vouloir, mais elle est dite ici dans le trailer officiellement, à savoir que Gamma 1 et Gamma 2, par la voix off qui nous parle dans le trailer, sont actés comme étant les humains artificiels, en japonais donc les Jinzo Ningen, c'est bien dit dans le trailer, les cyborgs si vous voulez, les plus puissants jamais créés par le ruban rouge à ce jour. Donc ils ont de fait un niveau supérieur à C17, C18 et Cell. Alors on peut aussi jouer sur les mots, parce qu'on se doute qu'ils sont meilleurs que C17 et C18 à leur création, mais on sait que ces jumeaux ont évolué depuis. Une interview d'ailleurs de Toriyama nous disait qu'ils pouvaient progresser, et on l'a vu dans les faits dans Dragon Ball Super, leur niveau a clairement augmenté, surtout C17. Alors de base, de sortie d'usine, Gamma 1 et 2 sont-ils meilleurs que C17 et C18 à leur création aussi, ou sont-ils meilleurs que C17 et C18 après leurs évolutions actuelles, ce qui en ferait tout de même d'énormes dangers? Et la question se pose aussi pour Cell. Les compare-t-on à Cell à l'état de larve, à Cell dans sa première forme, deuxième, troisième, lorsqu'il revient de la frontière du monde des morts et qu'il était équivalent d'un Gohan adolescent SSJ2? Tout cela reste à déterminer, mais je pense qu'il ne faut pas trop se poser de questions et se dire que ces gamins 1 et 2, pour le bien du scénario, seront amplement meilleurs que Cell, amplement meilleurs que C17 et C18, même de nos jours. Et ça explique alors beaucoup de choses. Ça explique le fait que Piccolo ne semble pas avoir peur quand il les voit arriver, parce que ce ne sont pas non plus des menaces du niveau d'un Broly, d'un Moro ou de je ne sais qui, mais ça explique aussi le fait que derrière, lorsque le combat est lancé, Piccolo est en train de prendre cher. Alors Piccolo prend cher, mais attention, les apparences sont parfois et même très souvent trompeuses. Vous remarquerez que Piccolo n'est pas du tout à 100%, il n'a pas levé sa cape, ses équipements d'entraînement qui sont extrêmement lourds et très contraignants. Ça veut dire qu'il n'est pas passé en mode full power, dépassement des limites comme vous souhaitez l'appeler, mais en tout cas dans ce stade-là, oui, Gamma 2 est plus puissant que Piccolo, mais on sait que Piccolo aime bien se laisser frapper pour tester ses adversaires, pour pouvoir aussi prendre l'avantage psychologique et intellectuel sur eux, pour pouvoir les impressionner lorsqu'après avoir encaissé leur coup, il enlève ses vêtements, esquisse un sourire quasi démoniaque tel Piccolo Daimao et va leur foncer dessus à pleine puissance, et là, le jeu peut changer et tourner en sa faveur. Donc on garde quelques pincettes, mais a priori Gamma 2 semble supérieur. On remarquera aussi que sa supériorité est appuyée par des cases qui font très manga, qui font très comics. Ce même type de mise en scène étant très coutumier de la part et de la plume d'Akira Toriyama dans sa propre œuvre, mais c'était un format différent. C'était le format du manga, ça lui collait bien. Toriyama avait un certain niveau de talent pour pouvoir le faire, mais dans un format animé et donc vidéo, c'est peut-être un petit peu trop forcé pour l'occasion. Ça me rappelle d'ailleurs
le jeu Super Dragon Ball Z sur PlayStation 2. C'est un effet de style qui dans le trailer ne me séduit pas, mais ça on en reparlera dans ma vidéo d'avis bien sûr. Du côté de Goku et de Broly, ce trailer ne nous apprend pas grand chose de plus, si ce n'est que l'on est bel et bien chez Beerus pour l'entraînement. Ça a été dit officiellement dans la biographie de Son Goku, ça nous est confirmé avec les nouveaux plans à la fin du film, et on voit beaucoup plus de l'étendue de la planète de Beerus. Broly apparaît toujours brièvement dans le trailer comme c'était le cas dans les précédentes vidéos promotionnelles, mais à ce sujet il n'y a rien de plus, si ce n'est que Vegeta foulera dans ce film également le sol de la planète de Beerus. Est-ce qu'il y sera en même temps que Broly et Son Goku, c'est une autre question, peut-être qu'il ne partagera ces lieux qu'avec Goku sans Broly, mais bon, je pense que reformer le trio magique serait assez incroyable dans ce film, ne serait-ce que pour le temps de l'entraînement. Revoir Shirai Remo me ferait extrêmement plaisir, voir de l'interaction Broly-Beerus serait très attendu. Mais bon, pour le moment, Whis n'est pas montré, Beerus n'est pas montré en tout cas sur sa propre planète, et vous savez qu'il existe des moyens de les mettre de côté, dont notamment le fait que ces deux divinités de l'œuvre soient appelées par l'entité suprême, à savoir le Daishinkan, pour une forme de réunion qui pourrait même pourquoi pas annoncer le prochain arc. Ça serait un petit peu répétitif, mais bon, c'est un petit peu comme ça que ça marche dans le Dragon Ball moderne. Lorsqu'il y a un appel du Daishinkan, il faut commencer à trembler des jambes. Ça serait peut-être aussi une méthode de garder Goku et Vegeta éloignés des actions sur Terre, étant donné que sans Whis sur son propre lieu de villégiature, Bulma ne pourrait pas l'appeler pour établir le contact avec Goku et lui demander de revenir. Pourquoi reviendrait-il? Eh bien tout simplement car ça semble chauffer du côté de la famille de Gohan, notamment du côté de Pan. On voit que Gamma 2 va s'attaquer à Piccolo, on nous montre qu'il a pour le moment le dessus sur lui, mais s'il s'attaque à Piccolo, c'est probablement pas pour aller poster une petite lettre dans sa jolie boîte prévue à cet effet, mais au contraire pour s'en prendre à Pan. La petite fille de Son Goku et de Mister Satan, ne l'oublions pas, on nous a dit officiellement que Piccolo était son maître, l'armée du ruban rouge a toujours une dent envers Goku, c'est une certitude, l'élément le plus faible de sa famille à ce jour, à part sa propre femme, mais je veux dire, les personnes qui sont encore de son propre sang, de sa propre descendance les plus faibles, se concrétisent à ce jour en la personne de Pan, et vu la puissance que possède Gamma, je pense qu'elle est gérable, à part peut-être si elle nous pète un coup de colère, mais pour le moment, les cyborgs peuvent la contrôler. Donc Gamma 2 semble être missionné pour mettre une petite rouste à Piccolo, mais surtout pour kidnapper Pan et l'emmener en ces lieux qui semblent être la tour principale de l'armée du ruban rouge, le lieu dans lequel est probablement capturé Pan, le lieu dans lequel se trouve aussi très sûrement le laboratoire du docteur Edo, accompagné de divers membres de l'armée, Gamma 1 et non pas 2 qui fait quelques pas en avant pour aller au combat, et aller au combat face à Gohan. Quand l'on continue à assembler ce puzzle qui nous est dévoilé ici par petits morceaux, on se rend compte que Gohan est venu en trombe ici, qu'il a sûrement été extrêmement énervé par la tournure des événements, donc à savoir Piccolo qui a été mis dans un très sale état, Pan qui a été enlevé et on ne sait absolument pas pour quelle raison. D'ailleurs, je suis curieux de savoir comment Gohan va apprendre cela, en tout cas comment il va déterminer où se trouve le QG de l'armée du ruban rouge, cela m'intéresse beaucoup. En se rappelant que le ki de Gamma 1 et de Gamma 2 n'est pas perceptible et c'est pour ça qu'il va sûrement se faire surprendre par l'attaque de ces derniers, en tout cas surprendre jusqu'à ce que la vague de ki tirée par le pistolet ne lui arrive dessus et que les éclairages l'interpellent. On pourrait penser à des informations dans le monde scientifique de Bulma, mais au-delà de ça, je me dis que le ki de Pan, lors d'un énervement par exemple, pourrait alerter Gohan et faire en sorte que toute la clique, lui le premier, se rende en ces lieux. Et à la vue du fait que Gohan est seul ici, je me pose aussi la question du reste de la bande. Est-ce qu'ils sont en train de s'occuper d'autres membres un petit peu moins importants de l'armée, ou alors ont-ils été mis hors jeu par cette dernière? C'est une question qui reste en suspens également, mais il y a d'autres choses qui sont en suspension, ce sont les soldats de l'armée du ruban rouge, étant donné que le ki de Gohan s'élève tellement qu'ils ne peuvent absolument rien faire contre lui. La gravité semble être même affectée, tellement ils sont en train de décoller à plusieurs mètres du sol. Mais ce n'est pas après eux que Gohan en a. Gohan arrive avec sa forme de base, avec ses lunettes de scientifique. C'est un petit peu cliché, mais bon, sa cape et tout l'attirail à la Piccolo pour nous faire penser vachement à l'arc-ciel. Le reste des habits violets en dessous est un petit peu plus classique sur Son Gohan, mais le fait de reporter le haut des vêtements à la Piccolo est très symbolique et peut nous promettre une forme d'ouverture quant à l'ennemi principal de ce film-là. Il faudra garder un œil et on va s'en parler dans quelques instants. On voit ensuite que Gamma 1 et Edo sont en train d'observer quelque chose qui les interpelle et qui les dérange dans le ciel. D'ailleurs, le docteur Edo semble crier, voire encourager quelqu'un, et on se rend compte dans ce trailer que oui, Gohan va se confronter à Gamma 1, donc à l'autre entité à laquelle Piccolo n'a pas eu affaire. Attention, regardons bien le trailer, même si c'est Gamma 1 qui va au conflit total avec Gohan, on voit aussi de manière très rapide et furtive que Gamma 2 va se frotter à Gohan. Et on peut en déduire qu'au niveau chronologique c'est assez similaire étant donné que dans les deux combats, Gohan porte plus ou moins les mêmes vêtements et qu'il n'est pas transformé.
Donc dès le début, ça va se taper contre les deux. Et on voit d'ailleurs cette scène lors de laquelle Gamma 1 s'avance tout en regardant vers le ciel comme s'il prenait le relais de Gamma 2. Là où ça va devenir plus compliqué, c'est lorsque les deux vont s'associer. Et c'est probablement pour cela que l'on voit Gohan en train de power-up, d'élever son niveau de puissance, jusqu'à passer en Super Saiyan 1, nous faire une scène qui nous rappelle pas mal Superman, enlever ses lunettes, les jeter, et passer dans une action des plus sérieuses. À n'en pas douter, le combat va reprendre, et si vous remarquez bien dans le trailer, entre la 47e et la 48e seconde, il y a un cut très furtif, ça coupe très rapidement, et on voit le Gohan qui est debout, qui se tient droit en mode Super Saiyan 1, et qui tout d'un coup est recroquevillé sur lui-même, et passe vers une nouvelle forme d'évolution que l'on suppose comme étant le Super Saiyan 2, peut-être la forme ultime. Vous savez que je ne suis pas du tout partisan du fait que ça soit une transformation, mais bon, soit. Mais en tout cas, il y a un cut entre les deux plans, ce qui veut dire, à mon sens, et ça me paraît tout à fait logique, que Gohan va passer en Super Saiyan 1, se battre sous cette forme-là, et va avoir recours au Super Saiyan 2. Cela me paraît des plus limpides. À ne pas oublier tout de même que le synopsis nous parle d'un nouvel éveil pour ce film-là, et je pense que l'éveil, c'est un petit peu comme la notion de super-héros. On aura les super-héros du côté de Gamma 1 et Gamma 2, on aura les super-héros côté de la Z-Team, les vrais contre les faux, donc il y aura plusieurs notions super-héroïques. Je pense que la notion d'éveil sera aussi à facettes multiples. Je pense que Pan va avoir une forme d'éveil. Je pense que le docteur Edo va peut-être aussi avoir une forme d'éveil. Je pense que les Gamma 1 et 2 vont aussi s'éveiller, étant donné qu'ils ont été bernés, qu'ils ont été programmés sur la base de mensonges. Ils devraient s'éveiller à la vérité. Je pense que Gohan va aussi s'éveiller. D'ailleurs, sa forme ultime est aussi appelée officiellement le potentiel éveillé. Et on pourrait se dire qu'il pourrait s'éveiller à quelque chose comme power-up de supérieur à cela. Mais ça reste très compliqué vis-à-vis de la fin de Dragon Ball, lors de laquelle il est extrêmement concentré sur sa science. Après tout, vous me direz, l'un n'empêche pas l'autre. Mais bon, nouvel éveil, il devrait aussi y avoir du côté de Broly. 4 ans ont passé, de l'entraînement chez Beerus a eu lieu avec Whis, Goku et Vegeta ont probablement dans cette chronologie-là connu les événements de Moro, ça c'est officiel. Ils nous ont dit que le film Super Héros se déroulait après Moro et qu'il était canon. Concernant Granola, on ne sait pas encore, on ne peut que le supposer, parce que imaginez qu'il y ait une ellipse dans l'arc Granola de quelques années, et c'est bon, on a dépassé Super Héros. Donc ça on verra plus tard, mais en tout cas les éveils peuvent être vraiment multiples. Et il y en a un qui nous est d'ailleurs montré ici. J'ai vraiment l'impression que les astres s'alignent pour que ça soit du SAJ2, hein, vraiment là, avec la pause, avec l'aura du SAJ1 qui s'intensifie, j'ai pas l'impression qu'il repasse vers une forme aux cheveux noirs non plus, ce qui nous mène vers un trailer extrêmement Gohan centré et avec quelques indices en guise de conclusion qui me mènent fortement à m'interroger. Gohan qui revient avec ses habits de l'arc Cell. On introduit de nouveau l'armée du ruban rouge et sa vengeance. On va marcher dans les pas et dans les traces du ruban rouge, mais en essayant de faire mieux. On reproduit des cyborgs, par exemple, mais on les modifie un petit peu par rapport à ce qui se faisait de base. Il y en a deux, ils marchent par paire. Un de mes abonnés sur Twitter, répondant au nom de Few, m'a aussi fait remarquer que sur ce sublime artwork officiel, tout à fait officiel pour le film Super Héros qui nous a été révélé à la Jump Festa, si l'on zoome sur cette partie-là, on se rend compte qu'il y a 3 tuyaux principaux. Il y a des secondaires, il y a du mauve, du bleu, du jaune, mais bon, on va pas trop se poser de questions pour le moment, ça sera dans un second temps. Focalisons-nous sur les 3 principaux. Le bleu, Gamma 1, le rouge, Gamma 2, et il y en a un troisième de taille relativement similaire, qui est vert. Et pourtant, dans les autres plans vus plus bas, on ne voit que 2 incubateurs, le 1, le 2, Gamma 1, Gamma 2, le vert étant tout de même la couleur prédominante, principale du personnage de Cell. Serait-ce là la préparation de l'avènement de Gamma 3 que le docteur Edo garde sous sa manche pour le peaufiner un maximum possible? Peut-être qu'il serait aussi dangereux pour l'armée du ruban rouge s'il venait à se retourner contre eux, ça serait donc une arme de dernier recours. Il ne serait libéré qu'au moment du climax de ce film-là, lorsque ça devient un petit peu trop chaud. D'ailleurs, on nous a dit de lorgner du côté de Gohan et de Piccolo car il y aura une scène d'action conjointe entre les deux. Et donc, quand ça va trop chauffer, lorsque Gamma 1 et 2 seront dépassés par Son Gohan, parce que je pense qu'il est meilleur que eux, lorsque le SAJ2 ou sa forme de potentiel éveillé en viendra à bout, il faudra proposer quelque chose de mieux. Un nouvel être provenant de ce tuyau et probablement d'un incubateur verdâtre qui pourrait être une forme remaniée de Cell. Mais attention, ça ne permettrait pas de ramener Cell depuis les morts, mais plutôt de reprendre les plans de fabrication, de construction de ce dernier pour en faire une version nouvelle, une version 2.0. Ce qui changerait probablement aussi son chara-design, mais dans le fonctionnement il serait très similaire. Quand Gamma 1 et 2, les super-héros autoproclamés vont partir à la chasse aux réels super-héros de ce monde, à savoir la Z-Team, ils pourraient en profiter pour prélever des éléments de type génétique au niveau de l'ADN pour pouvoir nourrir cet être dormant à l'intérieur de ce tuyau verdâtre, justement encore une fois pour faire un rappel de ce qu'était Cell. Et lors de sa sortie de l'incubateur, il ne partirait pas dans une chasse folle
au travers du temps et de l'espace de C17 et C18, mais il aurait simplement à se servir comme lors d'un buffet à volonté, déjà dans son propre potentiel et patrimoine qui lui a été fourni et injecté dans l'incubateur, mais surtout à s'ajouter et se perfectionner, encore une fois à l'instar de Cell, grâce aux éléments et pièces mécaniques que l'on retrouve en gamma 1 et 2. Ce qui peut faire d'ailleurs penser aussi au film avec C13, C14 et C15. Ça serait une manière de ramener des éléments du passé. Ce nouvel être ressemblerait sur certains aspects physiques et psychologiques à Cell, mais ne le serait pas vraiment. Il en serait d'une certaine manière sa reproduction version 2022. Et il pourrait d'ailleurs tout à fait s'appeler uniquement Gamma 3 et pas forcément s'appeler Cell, Cedo. J'ai vu des théories comme ça par rapport au Dr Edo et Cell. Cela n'est pas obligatoire. Vous me direz en zone commentaire ce que vous en pensez. Au moment où j'enregistre ces mots, il y a 1 heure à peine sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, je vais vous mettre un petit lien en description, vous pourrez y participer. J'ai posté un sondage. Pour le moment, on est à près de 730 votants, n'hésitez pas à y participer. Dans le film Super Héros, vous voulez un nouveau méchant inédit, le retour d'un ennemi de type Cell, le reboot d'un antagoniste, couleur Thalès donc qui ne sont pas canons de base, comme Broly ne l'était pas et l'est devenu, ou alors vous trouvez que Gamma et l'armée du ruban rouge suffisent amplement au film. Alors j'ai été agréablement surpris parce que à 64% sur 726 votants, c'est pas énormissime, j'ai pas la prétention que ça représente la communauté de fans de Dragon Ball, c'est pour ça que je vous invite à y participer, mais vous avez répondu un nouveau méchant inédit, vous voulez du frais, du nouveau, et que l'on construise de nouvelles bases dans Dragon Ball Super, et j'apprécie vraiment cela. Malgré tout, je remarque que même si c'est minoritaire, il y a quand même pas mal de monde qui voudrait le retour d'un ennemi, et j'ai fait exprès de mettre Cell entre parenthèses pour pouvoir se joindre au thème de la vidéo du jour. Près de 20% des votants l'ont demandé, et après de manière plus résiduelle, se hisse le reboot d'un antagoniste, couleur et Thalès, qui n'ont pas un très grand succès, étrangement, et Gamma et l'armée du ruban rouge se suffisent à eux-mêmes, n'a absolument pas du tout réussi à vous séduire. N'hésitez pas à y participer, je vous tiendrai au courant si cela évolue en matière de résultats. Merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui pour tendre votre oreille, pour m'apporter votre attention. Je l'espère aussi votre soutien en vous abonnant et en activant la cloche, en mettant un maximum de pouces bleus. Ça a été un vrai plaisir pour moi de vous partager tout ça. Je vous retrouverai si vous le souhaitez bientôt pour vous partager mon avis nettement plus personnel sur la question de ce trailer qui a été projeté à la Jump Festa. Merci vraiment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.